Bienvenue dans Ça fait l'actualité, votre rendez-vous d'analyse des grands sujets qui interrogent notre société. Aujourd'hui, nous verrons comment l'État évalue-t-il les établissements sanitaires publics pour une meilleure qualité des soins en Côte d'Ivoire. Vous le savez, dans les hôpitaux et centres de santé, la prise en charge des patients est un enjeu majeur. Gratuité ciblée de certains services, qualité des soins, accueil. Autant de dispositifs mis en place par le gouvernement ivoirien pour améliorer l'accès à la santé. Pourtant, sur le terrain, les plaintes se multiplient. Des patients dénoncent le non-respect de la gratuité dans certains services, des frais parfois exigés, un accueil jugé insuffisant ou encore des soins inadaptés. Alors, face à ces situations, l'État dispose de mécanismes de contrôle pour améliorer régulièrement les services dans les établissements sanitaires. Mais comment ces contrôles sont-ils réellement menés? Eh bien, c'est la question que nous allons aborder aujourd'hui puisque ça fait l'actualité. Ça fait l'actualité. Ces dernières années, plusieurs situations ont relancé le débat sur la qualité des soins dans les structures sanitaires. Alors, des patients se plaignent régulièrement des frais exigés et malgré la gratuité annoncée ou encore des conditions d'accueil difficiles dans certains cas même. Des négligences dans la prise en charge ont même été pointées du doigt. Face à ces dérives, le ministère de la Santé intensifie les contrôles à travers des visites inopinées dans les établissements sanitaires. L'objectif, c'est de vérifier les pratiques, corriger les dysfonctionnements et peut-être même sanctionner si nécessaire. Mais entre les dispositifs prévus et la réalité du terrain, quel est l'impact de ces contrôles? Pour mieux comprendre, je vous propose de suivre ce reportage et on se retrouve juste après. Garantir des soins de qualité pour tous en Côte d'Ivoire, c'est l'une des missions essentielles de l'Inspection générale de la santé, IGS, véritable tour de contrôle du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Dans un système sanitaire en constante évolution, l'Inspection générale de la santé intervient pour veiller au respect des normes dans les établissements de santé, aussi bien publics que privés. À travers des missions d'inspection, d'audit et d'évaluation, elle scrute les pratiques médicales, l'organisation des services et la gestion des ressources. Objectif, détecter les insuffisances, corriger les dérives et renforcer la performance du système de santé. Au-delà du contrôle, l'IGS formule également des recommandations pour améliorer la qualité des soins et prévenir les dysfonctionnements. Un travail de veille stratégique qui contribue à instaurer la transparence, protéger les patients et renforcer la confiance des populations. L'Inspection générale de la santé, un acteur clé pour une santé plus sûre, plus efficace et résolument tournée vers l'excellence en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'était un reportage de Siaka Kone sur l'émission de l'Inspection générale de la santé qui travaille au quotidien face aux dysfonctionnements observés justement dans les centres de santé ou encore hôpitaux publics. Et avec moi pour comprendre ce sujet, docteur Pao Bernard, inspecteur général de la santé que nous accueillons maintenant. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Merci et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Justement, pour commencer, rappelez-nous un peu très clairement aujourd'hui en Côte d'Ivoire quels sont les principaux dispositifs mis en place par l'État de Côte d'Ivoire pour faciliter l'accès aux soins dans nos hôpitaux ou encore avoir des soins de qualité. Très bien, madame, merci. Ces 5 dernières années, le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, a mis un point d'honneur sur la qualité des soins à donner à sa population, en créant des structures sanitaires de pointe. Il y a eu beaucoup d'infrastructures sanitaires qui ont été construites un peu partout en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous comptons au niveau des régions. Les CHR, on a au moins 22 CHR, mais sur les 22 CHR, il y a au moins 5 nouveaux CHR qui ont été construits. Il y a des hôpitaux qui ont été construits. Et il y a eu la formation du personnel de qualité, que ce soit des infirmiers, que ce soit des sages-femmes, des aides-soignants, des professeurs d'université. On a mis l'accent sur la formation de ces personnels-là pour offrir un meilleur accueil, offrir la qualité des soins à la population de Côte. On parle souvent aussi de gratuité ciblée. Alors, dites-nous quels sont les services concernés. Depuis 2012, depuis qu'il a accédé à la magistrature suprême du pays,
il a été soucieux de penser aux populations qui sont les plus fragiles, les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Donc il y a eu un décret qui a été pris déjà en 2012, qui a été renforcé en 2019 pour permettre à ces populations, c'est-à-dire la femme enceinte qui va à l'hôpital, elle doit pouvoir être reçue gratuitement. L'enfant de 0 à 5 ans qui va à l'hôpital doit être reçu gratuitement. Depuis la consultation jusqu'à l'hospitalisation, jusqu'à sa sortie. La femme enceinte, depuis la consultation jusqu'à l'accouchement. Et si elle doit passer au bloc opératoire, ça doit se passer de façon gratuite. C'est un texte de loi qui encadre ça. Et en termes de prise en charge des patients, c'est-à-dire un patient qui arrive dans un centre de santé public, comment il est accueilli? Ça fait partie aussi de ces mécanismes. Oui, un patient ordinaire, lui, il est accueilli normalement. Il est accueilli, mais il y a des tarifications pour les patients ordinaires. Quand c'est une consultation dans un centre de santé de premier contact, il y a un tarif. Quand c'est dans un centre de santé un peu plus à un niveau supérieur, au CHU, au CHE, il y a un tarif qui sont qui sont accessibles, qui doivent payer pour être reçus par le personnel de santé. Alors, on comprend bien qu'il y a pas mal de dispositifs qui existent pour améliorer l'accès des populations aux centres de santé. Pourtant, on a des plaintes aussi qui sont assez nombreuses. Quels sont généralement les dysfonctionnements qui reviennent le plus souvent? Ce qui nous revient comme plainte, c'est l'application de la mesure de gratuité, qui souvent n'est pas observée. C'est l'accueil, c'est même la disponibilité du personnel de santé. C'est un peu ça qui nous revient comme plainte. Et quand nous, on reçoit ces plaintes-là, nous réagissons automatiquement. Justement, comment vous réagissez? Quand on reçoit ces plaintes, puisqu'aujourd'hui, le ministre de la Santé a mis l'accent sur le numéro vert, le 143, qui est fonctionnel 24 heures sur 24. Il y a une équipe des agents de santé du ministère qui sont à ce poste-là, qui reçoivent. On aura l'occasion de parler véritablement de ce numéro vert, mais parlant justement des dysfonctionnements, comme je l'ai dit, souvent on voit dans des vidéos qui circulent sur la toile des patients, des populations qui se plaignent soit de l'accueil ou encore du non-respect de gratuité, comme vous l'avez dit. Comment vous expliquez cette situation? Bon, écoutez, vous savez que le comportement, c'est un peu dur à cuire. Donc nous, notre rôle, c'est quoi? C'est de sensibiliser nos personnels, de façon à ce qu'ils mettent l'accent sur l'accueil. L'accueil même en lui-même peut déjà guérir le patient. Donc nous, quand nous donnons des conseils, quand nous sensibilisons, c'est de mettre l'accent sur l'accueil et sur la communication. La communication, la disponibilité des agents. Quand quelqu'un arrive à l'hôpital, il est déjà en détresse. Et quand il est en détresse, il faut le soulager par le sourire, par la disponibilité, par ce qu'on lui apporte comme soin. Mais dites-nous, enfin, selon vous, qu'est-ce qui pose problème? C'est-à-dire que, c'est vrai, vous sensibilisez, vous formez, il y a des mécanismes qui existent. Malgré ça, on a toujours des dysfonctionnements. On va dire, à qui la faute vraiment? Est-ce qu'il y a un problème que vous avez pu relever qui fait que, jusqu'à présent, on a toujours ce genre de cas? Le ministre de la Santé a quand même mis l'accent sur des mesures de motivation. Vous savez qu'au niveau des hôpitaux généraux, des hôpitaux régionaux et même des CHU, les ressources propres qui sont générées par ces structures-là, il est prévu un pourcentage qui est réservé pour les primes d'intéressement des agents en fin d'année. Et aujourd'hui, avec l'avènement du ministre de la Santé, Pierre Demba, il a essayé de régler le problème de primes des spécialités. Parce qu'à l'époque, quand tu fais une spécialité, soit en gynéco, soit en pédiatrie, soit en chirurgie, tu es traité comme un médecin généraliste. Mais depuis pratiquement 2 à 3 ans, le ministre de la Santé, Pierre Demba, avec sa collègue de la fonction publique et du ministère du Budget, ont essayé de rétablir les choses dans leur ordre pour amener que ceux qui ont ces spécialités-là, qui ont un peu un plus, puissent avoir un peu plus sur leur salaire. Donc, ce sont des mesures de motivation pour amener le personnel à être accueillant, à être disponible, à être vraiment prêt à apporter ce qu'il faut à la population pour sa santé de qualité. Et face à ces dysfonctionnements, quelles sont les mesures de contrôle? Bon, nos mesures de contrôle, c'est quoi? Quand on est informé, soit par
décision, par dénonciation anonyme, l'inspection générale de la santé envoie des équipes d'inspecteurs sur le terrain pour aller investiguer, pour voir qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a causé, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce malade-là ne puisse pas être pris en charge au point qu'un décès puisse s'en suivre. Et quand nous investiguons, qu'on établit les responsabilités, vous comprenez que les sanctions vont tomber. Et les sanctions vont de l'avertissement à la suspension, même au conseil de discipline. Et ça se passe. Alors, je voudrais bien qu'on revienne un peu sur la procédure de contrôle. C'est vrai, vous investiguez, vous envoyez des experts sur le terrain. Est-ce qu'on peut avoir une idée du processus pour que ça soit plus clair dans la mémoire des Ivoiriens, je dirais ça comme ça. Quand vous recevez la plainte, même si c'est de façon anonyme, automatiquement, est-ce que vous contactez celui ou celle qui vous a envoyé sous anonymat? Quand la plainte arrive la procédure par le numéro vert, nous cachons l'anonymat de celui qui s'est plaint. Il ne faut pas aussi l'exposer. Mais nous l'appelons d'abord. L'équipe de 143 informe l'inspecteur général qui prend son temps pour appeler la personne qui s'est plaint. Pour d'abord rassurer la personne et lui dire comment fonctionne la structure dans laquelle elle se trouve. Si c'est pour un cas de césarienne pour laquelle on veut lui prendre de l'argent, on lui dit de voir. Vous voyez, dans l'établissement, il y a au moins un directeur de l'hôpital. Il y a un administrateur de garde qui sont un peu partout aujourd'hui, qui ont été mis en place par les directions des hôpitaux. Donc, il faut voir l'administrateur de garde pour que vous puissiez vous adresser à lui. Si vous n'arrivez pas à le voir, nous-mêmes, nous appelons le directeur pour dire « Ah, va dans tel service, il y a un usager qui est en difficulté. » Et le directeur doit pouvoir automatiquement aller pour voir qu'est-ce qu'il peut apporter comme solution. À part le numéro vert, sur lequel on va revenir encore un peu plus tard, est-ce que vous faites aussi des visites inopinées? Absolument. Ça, le ministre l'a conseillé de le faire. Et ça, c'est le problème de l'inspection générale. Le ministre, il en fait tous les jours, il en a fait ce matin. Mais nous aussi, nous faisons cela. On n'avertit pas et on débarque. Souvent, on fait des simulations comme si nous sommes des malades. Et puis, écoute, on arrive à dénicher les brebis qui sont des brebis qui sont galeuses. Et on les réprimande, on leur donne des conseils, on les sanctionne. Et depuis ces dernières années, quand vous faites les visites inopinées, quels sont les résultats? Est-ce que vous pensez qu'il y a un peu de l'amélioration dans les services? Oui, tout à fait. Il faut dire quand même que nous sommes un État où l'État a mis beaucoup d'accent sur les infrastructures sanitaires, sur la formation des agents de santé, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc nous avons quand même des agents de santé de qualité. Et quand on leur parle, ils écoutent. Et je pense que depuis un certain temps quand même, vous avez vu que les vidéos ont diminué. Bon, les plaintes même ont commencé à diminuer un peu. Depuis que le numéro vert existe et que nous réagissons automatiquement, les plaintes ont commencé à diminuer un peu. Y a-t-il des cas de sanctions, je veux dire de démission de fonction? Est-ce qu'il y est arrivé des cas où, malgré l'avertissement, il y a eu toujours ce problème ou ce dysfonctionnement au point où peut-être il y a eu démission de fonction? Démission de fonction. Je veux dire, quelqu'un qui a été démis de ses fonctions. Il y a des cas de suspension. De suspension, mais jamais on suspend, on n'a pas encore radié, mais on suspend. On suspend, on déplace l'agent. On le déplace quand il continue à faire ce qu'il fait. Est-ce que ce n'est pas déplacer le problème au lieu de résoudre? Non. C'est une question. Oui, non, mais écoute, c'est un palier. C'est des paliers. Hein. Il y a l'avertissement, il y a le blâme, il y a le déplacement, il y a la suspension avec suspension de salaire, il y a le passage à un conseil de discipline. Donc, ce n'est pas un palier que nous agissons, c'est par rapport à la gravité de la faute commise que nous appliquons les sanctions. Donc, pour l'heure, il n'y a pas encore de blâme? Il n'y a pas encore eu de radiation. De radiation? Il y a des suspensions. Il y a des suspensions. Il y a des déplacements. D'accord. Alors, il y a même des conseils de discipline il y en a qui sont passés en conseil de discipline et qui ont eu leur salaire suspendu pendant au moins 3 à 4 mois. D'accord. Pour non-application de la gratuité ciblée, il y a des médecins qui ont subi des sanctions de conseil de discipline avec suspension des salaires et qui ont purgé ces peines-là et après ils ont été rétablis. D'accord. Alors, docteur,
en nous parlant de plus en plus de mécanismes et on a aussi fait appel au numéro vert. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà le numéro vert? C'est le 143. Le 143. Voilà. Le 143. Il est logé à l'INSP, Institut national de santé publique, où est logée l'inspection générale de la santé. Donc c'est un numéro vert qui permet aux populations de signaler des abus, des manquements? Absolument. Absolument. Est-ce que ce dispositif est réellement connu du grand public? Depuis combien d'années ça existe? Ce numéro existe depuis quand même un certain nombre d'années, mais nous sommes en train de le vulgariser aujourd'hui, sous l'impulsion du ministre Pierre Demba, qui a souhaité que ce numéro vert soit porté à la connaissance du public. Et depuis pratiquement ces dernières semaines, j'ai fait des communications où j'ai demandé à la population d'utiliser le numéro vert, qu'il est à leur disposition. Et il est ouvert 24 heures sur 24. Et c'est le Au 143. bout du fil, il y a des agents qui sont là à leur écoute et qui sont prêts à prendre leur plainte et les balancer à l'inspecteur général qui, lui, trouvera des solutions qu'il faut. Et le numéro, c'est le 143. Le 143. Il est gratuit. Il est gratuit. Et il fonctionne 24 heures sur 24 heures. 7 jours sur 7? 7 jours sur 7. D'accord. Alors, quand un patient appelle le numéro vert 143 pour dénoncer, par exemple, un paiement illégal ou un mauvais traitement au sein d'un hôpital public, comment ça se passe? Quels sont les échanges? Il tombe sur qui? On lui demande quoi? On lui pose quelles questions? Il tombe sur nos agents du 143 qui sont là, qui prennent leur garde. Ils sont là depuis le matin jusqu'au lendemain matin. Et quand ils prennent l'information, dans un premier temps, leur rôle, c'est quand même d'apaiser la personne qui s'est plainte. Et puis après, ils donnent l'information à l'inspecteur général, qui lui, à son tour, va appeler la personne qui s'est plainte pour s'enquérir de l'objectif, du motif de sa plainte. Donc ça veut dire qu'on collecte les données personnelles de la personne? De la personne. Et on les relaie à l'inspecteur général, qui automatiquement ne met pas de temps, appelle l'usager en question pour lui dire « je viens d'être informé de votre difficulté au niveau de cette structure. Rappelez-moi ce qui se passe réellement. » Et la personne va relater ce qui se passe. C'est une question de mauvais accueil. Écoutez, moi j'appelle directement le directeur de cet hôpital-là pour dire « bon, écoute, va dans tel service. Voilà ce qui se passe là-bas comme comportement des agents. » Et lui, automatiquement, il va aller. Et quand il va aller, il me fait le retour. Et moi-même, je peux rappeler la personne pour voir est-ce qu'elle a eu satisfaction. Voilà un peu comment nous fonctionnons. Combien d'appels en moyenne? Peut-être par jour ou par mois? Aujourd'hui, j'ai eu plus d'une vingtaine d'appels déjà, de plaintes. Aujourd'hui, j'en ai eu plus d'une vingtaine. Ne serait-ce qu'un seul jour, une vingtaine de plaintes? J'ai eu au moins une vingtaine de plaintes aujourd'hui. Et ça vient de l'intérieur comme ça vient d'Abidjan. Et on va évaluer un peu. Est-ce qu'au niveau d'Abidjan, il y a plus de plaintes que celles de l'intérieur? C'est un peu équilibré. D'accord. Je voudrais bien qu'on revienne, docteur, sur la sécurisation des données personnelles. Pour un patient qui appelle pour se plaindre, même si c'est soit anonymat, vous collectez son nom et sa localité peut-être. Est-ce qu'il y a des mesures de protection de ce patient-là pour ne pas, peut-être qu'il y ait représailles après au cas où... Il ne peut pas avoir de représailles puisque le patient, il s'adresse au numéro vert, il donne son contact, il donne sa localisation. Nous qui recevons, nous appelons le responsable de cette structure-là pour dire, bon, voilà, il y a tel patient qui a des difficultés. Oui, mais quand vous dites qu'il y a tel patient... Quand l'autorité de tutelle qui est sur place va rencontrer la personne, ce n'est pas pour l'exposer aux agents. Il faut protéger la personne. Donc on leur demande de faire en sorte que ce patient-là ne soit pas exposé par rapport à ses difficultés. Il faut le protéger. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le numéro vert, je rappelle, c'est le 143, est aujourd'hui un dispositif encore sous-exploité? En dessous de ce que vous espérez? Bon, pour l'instant, nous faisons des efforts pour qu'il soit connu du public. Et quels sont ces efforts? C'est ce que nous sommes en train de faire, par exemple. Oui, apparemment, la RTI, cette émission. La RTI, c'est la plage la plus indiquée pour faire connaître ce numéro vert à la population, puisqu'elle est écoutée par presque toute la population de Côte d'Ivoire. Donc nous estimons qu'à partir d'aujourd'hui, ce numéro sera encore utilisé de façon
abondante. Et c'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons. Et à part peut-être cette émission, est-ce qu'il y a une campagne qui est en Nous avons prévu une sensibilisation. Au niveau de l'inspection de la santé, nous sommes en train de faire un TDR pour sillonner tous les 10 presses de la Côte d'Ivoire, sensibiliser et parler du numéro vert qui est le 143, pour emmener la population à laisser les vidéos virales. Justement, parlant de vidéos virales. Les vidéos virales, on peut les faire, quand on les fait, souvent on les fait sur des faits qui ne sont pas avérés. Est-ce qu'il y a eu des cas où il y a eu des cas où ce n'est pas avéré et que la personne qui l'a fait, lorsqu'on l'a mis devant le fait accompli, il s'est excusé, il a même fait une contre-vidéo, mais il a diffamé et il est en prison. Il est en prison, ça c'est des cas vraiment concrets. Non, je ne dis pas le centre, mais il est en prison. Donc quand tu fais une vidéo, il faut être sûr que ce que tu dis là, c'est vrai. Et ce n'est même pas la peine de faire. Tu as vu les vidéos là, ça expose tout le monde. Ça t'expose même toi-même. Tu exposes le personnel qui a appelé à te soigner quand demain tu auras besoin de ce personnel-là. Et quand tu fais la vidéo et qu'après, c'est avéré que ce que tu as dit, c'est du faux, mais tu es dans la diffamation. Et la diffamation, tu tombes sous le coup de la loi. Donc nous appelons nos usagers à aller vraiment vers le numéro 143 et à abandonner la voie des vidéos virales. Que ça n'apporte rien, ce n'est pas productif. Y a-t-il eu des exemples, peut-être un seul, où par le numéro vert, vous avez réussi quand même à soit avertir ou encore déplacer un agent de santé parce que était en faute? Oui. Ah oui, bon, vous savez que l'actualité actuelle, c'est une structure sanitaire où on a été informé par le numéro vert, par la dénonciation, pour dire que dans le laboratoire, dans la radio, il y a beaucoup de déperditions de recettes. Et on a fait partie d'une équipe là-bas, d'inspecteurs, qui a inspecté et qui a effectivement établi la véracité des faits. Et ceux qui ont commis ces fautes-là, ils sont passés aux aveux, ils ont même remboursé ce qu'ils ont pris. Donc actuellement, les mesures sont en cours. On a fait nos recommandations, le ministre doit entériner. On a même déplacé déjà ces agents-là, mais ce n'est pas fini. Puisque quand tu as détourné, il faut rembourser. Est-il arrivé que vous avez eu peut-être des appels, je dirais fausse alerte? Parce qu'on le voit, c'est le cas des pompiers, on peut appeler pour distraire. Mais comment est-ce que vous arrivez? C'est un peu rare quand même. C'est un peu rare. C'est un peu rare quand même, voilà. En tout cas, quand on est appelé, c'est que les faits sont là. C'est un peu rare que les gens s'amusent avec le numéro. Et que répondez-vous aux personnes qui estiment que soit quand elles appellent le numéro vert, c'est occupé, alors que peut-être elle veut donner vite l'information? Bon, on n'a pas eu de cas où les gens se sont plaints du fait que le numéro vert n'est pas disponible pour l'instant. Pour l'instant, pas de cas. Voilà. Donc, juste que... Pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe bien. Voilà. D'accord. Docteur Kpao, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Le numéro vert, je rappelle, c'est le 143 pour dénoncer tout abus dans les centres de santé publics, privés aussi ou c'est seulement public? Mais quand le ministère de la Santé est le ministre de la Santé de toute la Côte d'Ivoire. Donc, il a sous sa tutelle les structures publiques et les structures privées. Bon, on reçoit des plaintes des gens qui sont allés au privé, qui ont été maltraités et que nous traitons. Nous, on convoque même ces agents qui ont eu des comportements inadéquats ou même qui ont eu même une mauvaise prise en charge vis-à-vis d'un usager. On en reçoit et on prend des mesures aussi. Donc notre autorité ne s'arrête pas au public, ça va aussi jusqu'au privé. Et est-ce que c'est les mêmes mesures que de celles du public? Si c'est avéré qu'une structure privée pose des actes, fait des offres de soins qui ne sont pas vraiment adéquats et qui entraînent des décès évitables, mais nous saisissons. Sur instruction du ministre de la Santé, quand nous faisons nos rapports que le ministre entérine, nous saisissons la police sanitaire qui procède aux fermetures de ces structures privées-là. D'accord. Voilà. Donc, docteur Kpao, est-ce que vous pouvez garantir aux Ivoiriens aujourd'hui que lorsqu'ils signalent un abus ou encore un manquement, leur plainte ne restera pas sans suite? Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez garantir? Je garantis. Je demande à nos populations de faire confiance d'abord au système de santé de la Côte d'Ivoire. Parce que le président de la République a mis beaucoup d'accent, beaucoup de moyens
dans la santé. Son ministre de tutelle, son ministre de la Santé, le ministre de la Santé, Pierre Demba, qui a instruction du chef de l'État d'appliquer sa politique, le fait très bien. Vous le voyez sur le terrain, il ne dort pas. Donc, nous demandons à la population de nous faire confiance. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend les statistiques, on est à près de plus de 85% de la population à moins de 5 km d'un centre de santé. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans la formation. Dans la sous-région, les médecins, les infirmiers viennent se former ici en Côte d'Ivoire. Donc on a du personnel de qualité à qui il faut faire confiance. Nous demandons à la population de faire confiance à sa population. Nous aussi, en tant qu'autorité, nous veillerons à ce que nos agents soient dans des conditions idéales de travail, qu'ils soient dans des conditions idéales de recevoir, qu'ils puissent être des agents nouveaux, comme on le dit, comme le ministre le prône, agents de santé nouveaux, c'est-à-dire qui ne raquettent pas, qui accueillent avec le sourire, qui communiquent avec le patient. Vous voyez, c'est important. Dans l'accueil, il y a la communication, il y a le sourire, il y a la disponibilité. Vous savez, quand vous recevez quelqu'un, que vous ne riez pas un peu, mais il est stressé. Mais quand vous l'accueillez avec un petit sourire, là, il est déjà guéri à 50%. Donc nous demandons à nos agents de santé, à nos professeurs, à nos médecins, à nos chirurgiens dentistes, à nos infirmiers, à nos sages-femmes, d'accueillir et de faire notre part, parce que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le président de la République et le ministre de la Santé, ont fait leur part, en nous donnant tout ce qu'il faut pour travailler. Merci beaucoup à vous, Dr Kpao. Je rappelle que vous êtes inspecteur général de la santé en Côte d'Ivoire. Et avec vous, nous avons parlé des mécanismes de contrôle pour vraiment avoir accès à des soins de qualité dans nos hôpitaux, avec tous les dispositifs qui ont été mis en place par le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour qu'on parle de 100% santé, je dirais ça comme ça. Merci pour votre éclairage. Et voilà, ça fait l'actualité. Aujourd'hui, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. On a fait les 26 minutes. Oui, ne vous inquiétez pas, on l'a fait. Et donc, on aura l'occasion de traiter dans notre sujet. Merci à vos téléspectateurs de nous avoir suivis. Et on se donne rendez-vous une prochaine fois pour Ça fait l'actualité. Okay.